Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouveau numéro de l'invité de la semaine. Aujourd'hui, on reçoit sur ce plateau, Jérôme Clément Vils, réalisateur du documentaire Le baptême du feu, sorti en janvier 2015, Bonjour. ainsi que Delphine Bauer, bonjour, Bonjour. qui est journaliste presse écrite. Alors, on va parler un petit peu plus en détail de votre film, sorti il y a quelques semaines et diffusé encore il y a quelques jours. Alors, pourquoi avoir voulu suivre un photographe freelance, justement, qui part couvrir des grands conflits internationaux? Déjà, à la base de l'histoire de ce film, il y a notre amitié avec Corentin Follen. Et la première fois que je suis parti avec lui, j'avais plutôt envie de partir avec lui, c'est-à-dire de devenir moi aussi reporter. Moi, j'étais déjà documentariste. Je me suis dit, ah tiens, moi j'ai envie de faire du news. Je crois que j'avais une certaine envie par rapport au travail des journalistes, du fait d'une certaine immédiateté de la diffusion, c'est-à-dire qu'ils prennent des photos qui passent le lendemain ou la semaine d'après. Donc une certaine urgence dans la manière de travailler. Et en fait, dès que j'ai découvert le terrain avec lui, je l'ai vu parler avec ses collègues, je me suis rendu compte de la quantité de jeunes freelances qui étaient présents sur le terrain, et donc c'est eux que j'ai commencé à filmer. Donc le sujet s'est un peu imposé à moi. Je me suis dit, mais qui sont tous ces jeunes journalistes sur le terrain qui essayent d'écrire l'histoire, qui essayent de gagner leur vie, qui essayent d'apprendre leur métier? En quelque sorte, tu es devenu une sorte de, pas journaliste freelancer, mais de réalisateur freelancer en suivant des personnes qui arrivent sur le terrain sans forcément savoir avoir de garanties financières derrière et de préoccupations premières. Ouais, alors après, moi, il y a une production qui est très vite rentrée sur ce film-là. Et dès le début, il a été clair que je voulais faire un documentaire qui serait pour la télévision parce que j'avais envie de parler au plus grand nombre. Mais en effet, il y a quelque chose de... Quand on est documentariste, il y a toujours aussi cette idée d'avoir des sujets, de les vendre. Le rapport au réel est un peu différent. Il y a quelque chose qui est plus de l'ordre d'un regard personnel sur l'histoire qu'on raconte. Mais en effet, et puis surtout, le baptême du feu était aussi le mien. J'étais même plus novice que Corentin sur les terrains de conflit. Très bien, donc on va regarder tout de suite un court extrait et on en reparle tout de suite après. Apparemment, il va peut-être pas trop. Je le prenne en photo. Non, il ne veut vraiment pas. Mais bon, il le dit gentiment. Ah, il y a quand même beaucoup d'agitation. C'est pas comme hier. Apparemment, Kadhafi est à 20 km. 20 km, ouais. Bah, on entendait les bombardements. On sent que c'est pas du tout comme hier. La tension est beaucoup plus grande. Ça bouge de partout. Ah, effectivement, ça a tiré là. Ça risque de tirer ici sur nous là. Ça risque de tirer sur nous. Regarde. Il est où? Dans cet extrait, on comprend bien l'urgence d'une situation et la situation dans laquelle se retrouvent des journalistes en freelance sur le terrain. Comment on se prépare justement alors à tourner dans de telles situations? Quelles sont les précautions qu'on prend? Donc ça, c'est pour toi, Jérôme, mais aussi Delphine, voilà, toi qui es journaliste presse écrite, comment on se prépare aussi sur le terrain en tant que journaliste? Alors, moi, c'est particulier parce que ma préparation était la même que les personnages que je filmais, c'est-à-dire que en gros, j'avais les consignes de sécurité que eux suivaient. C'est-à-dire que s'ils étaient casqués ou qu'ils portaient des gilets, je faisais comme eux. Et s'ils avaient envie d'aller à tel endroit, je les suivais. Et j'essayais, étant donné que c'est des décisions qui engagent des vies, j'essayais d'influer le moins possible sur est-ce qu'on reste, est-ce qu'on part, est-ce qu'on va plus loin, est-ce qu'on s'arrête, etc. Pour parler très concrètement, faut partir protégé, c'est-à-dire avec un casque, un gilet pare-balles. Donc certains des journalistes sont propriétaires de ce matériel-là, d'autres l'empruntent gratuitement auprès de Reporters sans frontières, moyennant caution. C'est difficile d'avoir ce matériel? Alors, de l'acheter, c'est pas si compliqué, c'est un peu cher. De se le procurer auprès de RSF, c'est très facile. Après, se pose la question de la sécurité qui est liée
Aussi, il y a des questions financières, c'est-à-dire est-ce qu'on a de l'argent pour se payer un traducteur, pour se payer un chauffeur, pour se payer un fixeur, ce qui est une question cruciale, notamment pour les freelances, qui n'ont pas forcément les moyens de se le payer. Et on voit que généralement, les freelances vont travailler ensemble, c'est-à-dire qu'il va y en avoir 2 ou 3 qui vont s'associer, ce qui permet de partager les frais d'une chambre d'hôtel, d'un traducteur, d'un fixeur. Mais il est sûr que ça peut mettre en danger de ne pas avoir les moyens de s'offrir ces aides-là. Et du coup, en tant que journaliste, comment on se prépare en amont? Il y a une recherche d'informations, on va sur le terrain avant? Oui, alors, sur le terrain, on y va une fois qu'on a décidé de prendre son billet. Ceci étant, ce qui est indispensable, c'est évidemment de faire tout ce travail de recherche au préalable. On n'arrive jamais sur le terrain en ayant fait 0 recherche. Il faut prendre des contacts avec des fixeurs éventuellement, donc des gens qui nous aident sur le terrain en rentrant en contact avec nos interlocuteurs, éventuellement avec des traducteurs, avec des gens qui bossent dans des associations, des ONG. Surtout quand il s'agit de terrains un petit peu compliqués, pas forcément des terrains de guerre, mais des terrains où il va quand même y avoir des conflits ou en tout cas des conditions de travail qui vont être difficiles, notamment dans des régimes un peu dictatoriaux ou autoritaires. Il faut vraiment s'assurer au préalable de la possibilité de réaliser tel ou tel reportage, en prenant en compte aussi, et ça c'est le risque entre guillemets du journaliste freelance, c'est de partir sur le terrain pour tenter d'obtenir ce qu'il n'a pas pu obtenir de Paris ou de là où il habite. C'est un double enjeu. C'est un double enjeu, mais c'est des risques à prendre, à mesurer évidemment, que ce soit pour sa sécurité ou sa santé économique. Maintenant, quand on aime faire ce travail, c'est vrai qu'il faut aussi se donner les moyens et parfois partir sans garantie. On peut avoir de mauvaises surprises, on peut ne pas réussir à faire le reportage. De l'autre côté, quand ça réussit, on est vraiment hyper content, satisfait et on se dit que ça valait le coup de partir. Après, il est évident qu'il y a des questions même plus profondes à se poser sur le fait ou non de couvrir un conflit. Est-ce qu'il y a déjà beaucoup de monde qui est en train de le couvrir? Est-ce que je connais ce terrain? Typiquement, un des personnages du film, Leïla, dont je parlais tout à l'heure, est parti un peu comme toute cette génération Printemps arabe, cette génération freelance, en disant c'est génial, je vais couvrir l'actualité, je vais couvrir l'histoire qui est en train de s'écrire. Et elle est en train de se dire maintenant qu'elle fait plus de l'investigation maintenant, mais elle a envie de continuer à faire du news. Elle dit mais je ne partirai que sur des terrains que j'ai l'impression de connaître, c'est-à-dire que j'ai l'impression de savoir de quoi je parle. Et c'est une question assez profonde de se dire voilà quelle est la couverture médiatique qui existe déjà. Est-ce que moi j'ai une voix à apporter à cette histoire qui est en train de s'écrire là, et voilà, est-ce que je sais de quoi je parle? Je pense que c'est aussi toute la limite et la force du news. C'est vraiment une information brute, une photo, une information donnée spontanément. Il y a d'autres façons de travailler, il n'y a pas que des newsers évidemment. Et en effet, quand on a plus de temps, plus de recul, plus de possibilités de recouper des sources, on fait un travail qui est différent. C'est pas mieux ni moins bien, c'est juste différent. Et donc l'approche de l'information va aussi varier en effet en fonction du temps qui nous est imparti. Et je pense que quand on travaille sur des sujets moyen-long terme, on a aussi plus le luxe de pouvoir se donner le temps de creuser les choses et ça évite parfois peut-être des moments un peu de flou quand on est sur le terrain et que tout va à 200 à l'heure. Très bien. Alors, vous qui avez été sur le terrain, vous avez dû voir beaucoup de freelancers, de journalistes en freelance. Est-ce qu'il n'y a pas un décalage, peut-être dans le cas de Corentin, dans le film, on pourrait peut-être le voir, entre les aspirations d'un journaliste freelance qui part avant le terrain, en se disant « j'ai une idée, je pense faire ça » avec plein d'idées, et puis ensuite un décalage une fois arrivé sur le terrain. Est-ce que la réalité n'est pas complètement différente de ce que les personnes... Là, on en a bien vu dans le reportage, il y a eu un décès, le décès de Rémi, un journaliste. On voit que ça touche les journalistes autour. Et là aussi, on voyait des moments plutôt cool, des moments de off où les personnes rigolaient, partageaient du bon temps ensemble. Est-ce que justement, il n'y a pas un décalage entre la préparation avant et le terrain? Ce que j'aime bien dans ce documentaire, pour plein de raisons, mais une des raisons principales, c'est que ça montre l'envers du décor. Je pense que le métier de journaliste et de reporter et de photoreporter suscite énormément de fantasmes. Les gens pensent qu'on gagne beaucoup d'argent, qu'on a énormément de pouvoir. Il y a vraiment énormément d'idées qui circulent auxquelles je suis confrontée, y compris quand je suis sur le terrain. Je pense que ça remet aussi un peu les choses en l'état. Quand on bosse en freelance, on risque beaucoup de choses. Sa vie parfois, mais aussi sa sécurité financière, le ratage d'un reportage. Donc on risque beaucoup de choses. On a envie de le faire, donc on le fait avec plaisir, avec son cœur, avec son âme, c'est vraiment une façon de vivre. Mais je pense qu'il faut être conscient que tout n'est pas du tout facile quand on est freelance, que des jeunes aujourd'hui qui sont un peu galvanisés par un métier qui fait rêver doivent aussi être conscients des difficultés du métier. C'est un métier qui est compliqué, il faut trouver sa place, il faut se faire
respecté par les rédactions, il faut vraiment en faire un allié. Enfin, il y a vraiment énormément de choses à prendre en compte avant de partir. Donc oui, je pense qu'une fois qu'on est sur le terrain, c'est à double tranchant, quoi. Ça peut être une très bonne surprise, comme aussi la débandade et la prise de conscience que c'est plus dur que ce qu'on pensait. Et du coup, alors, quelle est la... Allez-y. Et enfin, moi, quelque chose qui m'a surpris, c'est que quand on parle vraiment de terrain de danger, de terrain donc de zone de front, il y a évidemment la peur des balles, mais ce que j'ai essayé de montrer dans ce film aussi, c'est qu'il y a un espèce de chaos avec énormément de gens qui crient dans une langue que tu ne comprends pas, des moments d'attente qui sont en fait généralement presque plus effrayants que les moments où vraiment ça tire, des fous. Des gens qui vont arriver en te criant dessus. Voilà, il y a vraiment quelque chose de l'ordre du chaos, de l'absurdité, et qui est presque plus flippant qu'en fait les balles elles-mêmes. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui, moi, m'a surpris et m'a presque plus impressionné que ce à quoi je m'attendais. Et c'est dur de gérer ça, alors, ces situations de latence, entre guillemets. En fait, je pense que l'appréhension du danger est très liée au fait de pouvoir travailler ou non. Moi, la particularité que j'avais, c'est que je filmais tout le temps, y compris les moments d'attente, y compris les moments de latence, y compris les moments de rigolade, y compris les moments de danger. Et donc, ce qui fait que j'étais toujours concentré, et donc j'avais la peur, c'est-à-dire que j'avais une peur qui était très amoindrie parce que j'étais concentré sur ce que j'étais en train de faire, l'histoire que j'étais en train de raconter. Et donc, moi, je suivais en gros Corentin dans les peurs que lui avait plus, parce qu'en tant que photographe, il était plus difficile de travailler, notamment en Libye. C'est-à-dire qu'en Libye, en gros, on attend, tout d'un coup, il y a une bombe, et il faut se casser, quoi. Après, sur les surprises qu'on a sur le terrain, moi, ce qui m'a vraiment étonné, c'était vraiment cette ambiance qu'il peut y avoir entre les freelances, qui est une ambiance qui est un mélange de camaraderie et de concurrence, de joie et de peur. C'est des humains, tout simplement. Donc, c'est pas les grands héros de la liberté qui font ça uniquement pour la beauté du geste. Et en même temps, c'est pas les pires salauds du monde et les pires charognards. C'est quelque chose de compliqué. C'est des humains, voilà, avec leurs peurs, leurs envies, leur égoïsme, leur générosité. Du coup, quels sont les avantages ou quels sont on va dire, quelles peuvent être la valeur ajoutée d'un journaliste freelance comparé à un journaliste plus classique en staff déjà? Pour ma part, j'ai toujours été journaliste freelance. Dès que je suis sortie d'école, ça a été mon souhait et mon vœu de travailler en indépendante, pour la bonne raison que j'avais envie de me laisser le choix des sujets sur lesquels j'avais envie de travailler. Évidemment, ça ne signifie pas la totale liberté parce qu'on est toujours conditionné par une rédaction, par un calibrage, par un nombre de pages, etc. Mais aujourd'hui, je pense que c'est un luxe de pouvoir me dire j'ai envie de travailler sur cette thématique, ou j'ai envie de partir dans ce pays, ou j'ai envie de faire ce sujet en France, et je peux faire mes recherches et je peux proposer ça. Et en général, c'est très motivant puisque ce sont des sujets que je propose moi-même. Donc à partir de là, il s'agit vraiment de sujets que j'ai envie de réaliser. C'est très motivant, c'est aussi une satisfaction de voir qu'on a réussi à franchir toutes les étapes. La création du synopsis, la vente, la réalisation du reportage, et puis parfois un compliment du rédacteur en chef qui va dire qu'on a fait du bon travail. Donc c'est quand même très valorisant et en même temps épanouissant de pouvoir travailler comme ça. Ceci étant, c'est aussi difficile d'être freelance. Il y a plein de raisons pour lesquelles c'est dur, principalement la raison financière. C'est tout à fait précaire, on ne gagne pas du tout la même chose d'un mois sur l'autre. Il y a certains mois qui sont très bons et d'autres où c'est vraiment la misère la plus totale. Donc franchement, il faut avoir le cuir un peu tanné, je pense, pour travailler de cette façon. C'est génial et en même temps, c'est compliqué. Sur on va dire le rôle d'un journaliste freelance par rapport à un journaliste staffeur, c'est complexe. Sur les sujets magazines, moi je suis toujours impressionné par la créativité des freelances dans la manière de présenter des sujets. C'est-à-dire qu'ils vont trouver des sujets qui sont toujours étonnants. Il faut qu'ils se démarquent, il faut qu'ils aient quelque chose à vendre, qui soit, qui n'ait pas déjà été lu, qui n'ait pas déjà été entendu. Et donc moi je suis toujours impressionné par la manière de défendre des sujets qui sont originaux. Et le fait de dire, j'ai un sujet, alors je vais peut-être mettre du temps à le vendre, mais il y a une telle variété des titres en France que, en 6 mois ou 1 an, j'ai quand même une chance que quelqu'un, tel magazine, tel quotidien, tel mensuel, telle revue, tel semestriel, va être intéressé par ce sujet-là. Avec, en plus, il y a plein de médias de niche, etc. L'impression que j'ai eue, en revanche, sur des terrains de news, c'est de voir quand même des journalistes qui sont un peu plus, on va dire, trimballés, d'une part par l'histoire et d'autre part par la ligne éditoriale du journal auquel ils vont essayer de vendre. Alors après, il y a freelance et freelance. Il y a les freelance, total freelance, notamment les photographes qui vont prendre des photos en espérant les vendre, donc ils les mettent sur on va dire des serveurs spécialisés pour qu'ils soient, en espérant qu'ils soient téléchargés et donc achetés.
et il y a des freelances qui sont envoyés en commande. Donc qui on va dire, qui généralement vont partir un peu plus longtemps, qui vont avoir une certaine sécurité, qui vont avoir généralement de l'argent pour avoir un traducteur. La question, elle est vraiment celle du temps aussi. C'est-à-dire que quand on est mal payé pour faire un sujet, et là c'est aussi l'éthique personnelle du journaliste, c'est de dire, voilà, si je suis payé des clopinettes, est-ce que je vais le faire comme si j'avais des clopinettes, ou est-ce que je vais y passer plus de temps? Bien sûr. Et l'intelligence prend du temps. Donc c'est une question qui est absolument cruciale, qui est de se dire, est-ce que les médias français actuellement se donnent les moyens d'avoir du contenu intelligent? C'est une vraie question, d'autant plus qu'on entend tous parler de cette crise de la presse qui est structurelle et conjoncturelle de la même façon. Aujourd'hui, la position du freelance, elle est vraiment paradoxale. À la fois, c'est sûr, le journaliste indépendant qu'on va faire des économies quand il n'y a pas d'argent. C'est les journalistes vraiment du personnel qu'on va faire travailler en premier lieu. En même temps, en effet, de fait, on est obligé d'apporter des idées nouvelles et on a besoin de nous pour des propositions intéressantes, je pense, aussi. Et donc, dès qu'il y a de nouveau un peu plus de budget, c'est aussi une possibilité pour nous de proposer plus de reportages. Ceci étant, je pense que c'est indispensable pour le bien-être de la profession et pour son bien-être personnel de savoir dire non à des tarifs trop indécents en fait. Je pense que c'est vraiment important d'avoir cette ligne de conduite. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des exceptions si le sujet est extraordinaire et qu'on tient énormément à le faire. Mais voilà, quand il s'agit de beaucoup de travail, d'investigation, d'enquête, de recherche et parfois de risque, c'est pas possible de travailler vraiment pour des clopinettes. C'est pas s'honorer et puis c'est pas honorer la profession. Donc je pense que c'est vraiment important de garder ça en tête aussi. Très bien. Dernière question, juste en 2 mots pour revenir sur la fin du film. Vous disiez à la fin, il y avait une question que tu lançais à Corentin en voiture, où tu disais quelle serait ta phrase de fin. Il répond pas. Toi, quelle est ta phrase de fin pour ce documentaire? C'est compliqué. Non, moi, ce que j'essaye de... Non, ce que j'essaie... Non, ce ne sera pas en une phrase, je suis désolé, ce ne sera pas en une phrase. Moi, ce que j'essaie d'interroger dans ce documentaire, c'est évidemment un parcours de vie, mais c'est aussi... C'est la fonction même de journaliste. C'est de se dire pourquoi je fais ce travail-là, pour qui je travaille. Est-ce que je suis emporté par un vent médiatique, on voit par exemple la presse sur la Libye ou sur l'Égypte a été au moins sur les premiers mois complètement unanime, complètement univoque. Donc est-ce que je ne suis pas en train de me faire embarquer dans un bateau qui n'est pas le mien et qui est juste presque de la propagande en fait, quoi. Et donc c'est à quel point moi je peux être maître du bateau, c'est-à-dire que c'est con à dire, mais un journaliste c'est important. Et je pense qu'il est important, et notamment pour vous qui vous lancez dans cette carrière-là, de vraiment vous poser des questions sur pourquoi vous faites ce métier-là, quelle est votre implication dans les sujets que vous traitez, pour qui vous travaillez. Voilà, c'est vraiment ça que j'essaie de questionner, en fait. C'est de dire, en fait, on n'est pas journaliste comme ça y est, je suis le meilleur, je suis le héros de la vérité, le meilleur, etc. Mais c'est que c'est un questionnement qu'on doit avoir tout au long de sa vie, mais de manière un peu drastique aussi. C'est-à-dire que se retrouver sur tel terrain pour faire les mêmes photos que les autres et défendre une voix médiatique univoque, ça n'a absolument aucun sens. Et c'est même, pour moi, criminel, en fait. Donc... T'y vas, hein. Ouais. Criminel. Écoutez, merci beaucoup Delphine Bauer et Jérôme Clément-Vils. Merci de nous d'avoir répondu à mes questions sur le plateau. Et on se retrouve pour une prochaine émission de l'invité de la semaine dans quelques jours. À bientôt.